africaine s'apprête à vivre un moment décisif en février 2025, lors de son sommet des chefs d'État avec l'élection de nouveaux commissaires en charge de l'éducation, la science, la technologie et l'innovation. Parmi les candidats, Marie-Odile Atanasso, ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Bénin, se distingue par un parcours éloquent et un engagement sans faille envers l'éducation en Afrique. Sa candidature, soutenue par l'État béninois, représente un enjeu important pour la diplomatie et l'avenir éducatif du continent. Marie-Odile Atanasso est une enseignante chevronnée, docteur en sciences économiques, option démographie et diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris. Elle a également présidé en 2019 le Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, renforçant ainsi son expertise dans le domaine de l'éducation. Marie-Odile Atanasso a le profil et les compétences attendues pour ce poste. Elle porterait un projet ambitieux, inspiré de la vision du gouvernement béninois sur l'éducation et la formation pour l'Afrique. Les discussions autour de l'éducation en Afrique prennent une ampleur considérable et les pays membres de l'Union africaine sont en quête de leaders capables de porter des projets pour l'avenir éducatif du continent. Avec cette course à la tête de la Commission de l'éducation de l'Union africaine, l'ancienne ministre compte succéder Moussa Faki Mahamat, ancien premier ministre tchadien en poste depuis le 30 janvier 2017. La liste des candidats est désormais clôturée et un panel constitué par l'Union africaine procédera prochainement à l'audition des postulants. C'est officiel. Juliette Perron, une Française chevronnée du domaine, est désormais à la tête du tout nouveau joyau 5 étoiles, érigé au cœur du grand centre d'affaires du Bénin, Cotonou. Elle devient la toute première à occuper le poste de directrice générale de Sofitel Hôtel de Cotonou. Nommée par le président Patrice Talon, Juliette Perron est une professionnelle de l'art hôtelier. Directrice générale du Pullman Paris La Défense, elle a évolué au sein du groupe Accor depuis 2004. Au Sofitel de New York jusqu'en 2008, elle a appris les bases du métier d'hôtelier avant d'occuper le poste de responsable guest relations. En 2008, en France, Juliette Perron fut nommée chef de projet à la division Thalasso où elle travaille à l'uniformation, la mise en place des standards hôteliers, la création d'un réseau uniforme et la définition de l'identité de marque. Par ailleurs, sa nomination au poste de directrice générale du complexe hôtelier de Sofitel Hôtel Marina de Cotonou reflète le prix qu'accorde le président Patrice Talon à la compétence et à la qualité du service attendu au sein de l'entreprise commerciale. Selon les informations, l'ouverture de ce nouveau complexe est prévue pour septembre 2024. Va bientôt commencer la rentrée scolaire. Et ça fait déjà bientôt 3 mois que les enfants sont en vacances. Normalement, concernant la rentrée scolaire, on devrait commencer les préparatifs depuis que les enfants sont rentrés en vacances. Donc, c'est pas maintenant qu'on va commencer à préparer la rentrée scolaire. Et les fournitures sont déjà sur les étalages pour les vendeuses, quoi. Donc, normalement, en tout cas, moi qui suis en train de vous parler, j'ai déjà acheté les fournitures pour mes enfants, ainsi que les tenues de scolaire. Donc, il ne faut pas laisser les enfants errer, parce que les enfants n'ont pas demandé à naître. En tant que parents, on doit faire ce qui est pour nous, parce que nos parents ne nous ont pas laissé nous. On nous a supportés, on nous a soutenus. Donc, on doit supporter les enfants pour que demain, eux aussi supportent leurs enfants. La rentrée scolaire, ça se prépare dès la fin de l'année scolaire en cours. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas attendre que l'autre rentrée commence ou bien s'approche avant de se préparer pour les effets scolaires, c'est-à-dire les achats des cahiers, des bics, tout ça là.
c'est dès la fin qu'il faut commencer par se préparer. En faisant quoi? Avoir un cahier. Quand vous trouvez un cahier 100 pages, paquet, 200 pages, paquet, un à un, il faut s'en procurer. Des bics, il faut s'en procurer un à un. Juste pour que le temps ne vous rattrape pas. Parce qu'il y a un adage qui dit, c'est la fin d'une autre que l'autre commence. Que j'exhorte, pour cela j'exhorte beaucoup les parents pour qu'ils fassent tout possible et préparer la rentrée des enfants dans les vacances en fait. Dans les vacances et non à la fin des vacances qu'il faut commencer par courir de gauche à droite, de dire je veux faire des prêts, faire ceci, cela, non. Il faudrait juste qu'ils commencent à acheter les effets scolaires pour les élèves dès maintenant. On parle de cherté de la vie, mais les fournitures ne sont pas si chères. Mais si en tant que parent, on veut faire la vie, on s'assoit, c'est pas 1000 francs on dépense, c'est pas 2000 on dépense plus que 5000. Donc il faut qu'on prenne les enfants au sérieux, il faut qu'on se prenne au sérieux et supporter nos enfants pour que leur avenir de demain soit meilleur. Aujourd'hui, au Bénin, on a remarqué que tout est cher. Comme tout est cher, c'est aussi une raison pour celui qui est conscient et qui sait très bien que les choses sont déjà chères, qu'il faut se préparer à l'attente. Parce que toute chose a une préparation. C'est-à-dire qu'il faut commencer dès la base, c'est-à-dire dès la fin de l'année scolaire, en cours. Et ce n'est pas la fin des vacances qu'il faut commencer par courir. Ils auront pas, tout le monde n'aura pas les moyens de s'en procurer. Ça fera que beaucoup de parents n'auront pas la capacité d'acheter les effets scolaires pour les élèves. Je demande aux parents d'élèves de tout faire. C'est une demande que je fais aux parents d'élèves de tout faire pour acheter les fournitures, les sacs aux enfants. Et surtout, ne laissez pas les enfants commencer les classes et du jour au lendemain, on va parler de palu, de vomissement, quoi. Donc, prenez les enfants au sérieux et traitez le palu aux enfants pour que la rentrée scolaire soit une bonne rentrée. Général Toumba, ministre de l'Intérieur du Niger, et moi-même ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation du Mali, étions porteurs d'un message de la plus haute importance de leurs excellences, le général Abdourahmane Tchani, président du Niger, de son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, également président de la Confédération des États du Sahel, à l'endroit de leurs frères et homologues, son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Par notre présence ici, ce matin à Ouagadougou, leurs excellences, le président du Niger, le président du Mali, également les frères, peuples frères du Mali et du Niger, souhaitent bien entendu témoigner de leur compassion, de leur solidarité à l'endroit de son excellence, le président Traoré, et à l'endroit du peuple frère du Burkina Faso. Nous avons appris avec une grande tristesse, une grande affliction, les événements malheureux, l'attaque terroriste lâche ayant visé les populations paisibles de Barça-Logo le 24 août 2024. C'est essentiellement l'objet de notre présence ici. Évidemment, les chefs d'État qui nous ont mis en mission ont présenté leurs condoléances les plus sincères à l'endroit de leur frère homologue, son excellence le capitaine Traoré, également prié, bien entendu, pour le repos de l'âme des victimes, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Au-delà de cet événement, il est important de rappeler qu'il n'y a pas que le Burkina Faso qui est éploré, c'est toute la confédération des États du Sahel aujourd'hui qui est endeuillée et qui est éplorée. À cela s'ajoute bien entendu comme message d'espoir et également un message de détermination. Cette attaque lâche de Barça-Logo ne saurait en aucun cas entamer le moral et la détermination de leurs excellences, le général Tchani, le colonel Assimi Goïta et de son excellence le président Traoré. L'éradication totale
du terrorisme de la Confédération des États du Sahel est un objectif qui sera atteint très bientôt s'il plaît à Dieu. En tout cas, nous comptons sur la mobilisation et sur l'engagement fort de nos populations. Tout ce qui est fait comme effort va dans ce sens. Le moral est loin d'être atteint. Dix jeunes Nigérians ont comparu dimanche devant la Haute Cour fédérale d'Abuja. Ils sont accusés d'avoir tenté de déstabiliser le Nigeria lors des manifestations contre la mauvaise gouvernance, la fin des subventions sur le carburant ou encore la corruption. Crime, trahison, incitation à la mutinerie, les accusés ont tous plaidé non coupables des 6 chefs d'accusation à leur encontre. Il leur a reproché d'avoir planifié intentionnellement un plan de déstabilisation du Nigeria entre le 1er juillet et le 10 août dernier. Leur détention provisoire a immédiatement été ordonnée en attendant que la Haute Cour délibère sur une éventuelle remise en liberté sous condition ou une condamnation. Leur procès se tiendra le 11 septembre prochain. Ces manifestations avaient entraîné la réaction de l'armée. Plus de 2000 personnes avaient été arrêtées et plus de 1400 autres traduits devant différents tribunaux. Secoué pendant plus de 10 jours, le gouvernement nigérien avait utilisé tous les moyens, dont la force selon plusieurs ONG, pour faire taire les manifestants. Le Ghana révise les prix du cacao. Le pays d'Afrique de l'Ouest a prévu d'augmenter de 45% le prix fixe payé par l'État aux producteurs lors de la saison de récolte 2024-2025. Cette initiative a pour objectif d'améliorer les revenus des agriculteurs et de réduire la contrebande de fèves dans les pays voisins. Le COCOBOD, l'Office national de commercialisation du cacao, n'a pas encore réagi à cette information qui doit auparavant atterrir sur la table du gouvernement ghanéen. Déjà en avril, le deuxième plus gros producteur de cacao au monde avait déjà augmenté de 58% le prix aux producteurs, passant de 1 575 $ à plus de 2 100 $ par tonne métrique pour la fin de la saison 2023-2024. Par ailleurs, le Ghana prévoit également de s'aligner sur le prix à la production 2024-2025 de la Côte d'Ivoire, qui n'a pas encore été annoncé. En avril dernier, Abidjan avait augmenté le kilo à 1 500 francs, soit 3 $. Au Zimbabwe, la conservation de la faune prend un tournant inattendu grâce à d'anciens braconniers devenus défenseurs des animaux. Dans le district de Chiredzi, une région semi-aride touchée par la pauvreté, un ancien braconnier a été transformé. Récemment libéré de prison, il se consacre désormais à la protection de la faune. Je viens d'une communauté de chasseurs. J'ai grandi en tant que chasseur. C'est une activité devenue une partie intégrante de notre mode de vie. Avant que les gardes-chasse ne m'attrapent dans la réserve, la chasse faisait partie de notre quotidien à tous. Et personne ne savait que tuer des animaux était un crime. Après avoir purgé une peine de prison où il a pris conscience des dégâts causés par le braconnage, Mastic a réorienté sa vie. Lors de sa détention, il a acquis des compétences artisanales comme la menuiserie qu'il transmet désormais avec passion. J'ai beaucoup travaillé pour sensibiliser mes anciens collègues chasseurs et les habitants du village au danger du braconnage. Je suis satisfait de constater que le nombre de braconniers a considérablement diminué. Je suis fier et certains de mes pairs ont même appris à fabriquer des sculptures et des meubles grâce à mes enseignements. Avec d'autres anciens braconniers, ils encouragent une coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. Leur message est clair, préserver la faune n'est pas seulement un devoir, mais un moyen de créer des bénéfices durables pour l'ensemble de la communauté.
En prévention à la propagation du virus Mpox, la variole du singe, l'Ouganda a renforcé la surveillance au niveau de ses zones frontalières avec la République démocratique du Congo, point fort du virus. Nous avons déjà intensifié notre communication sur les risques en matière de prévention et nous avons également veillé à ce que nos systèmes de laboratoire soient déclenchés afin qu'ils soient en mesure d'identifier rapidement tous les cas suspects en vue d'effectuer des tests. À ce jour, l'Ouganda ne compte aucun cas actif de variole. Selon le ministère de la Santé, les 2 cas importés fin juillet ont été traités et résolus sans complications. L'Ouganda est un leader reconnu en matière de réponse aux maladies épidémiques réémergentes et émergentes. Nous l'avons démontré lors de l'épidémie d'Ebola et de Marburg. Nous avons donc un système très résistant qui sera capable d'empêcher la transmission du Mpox à l'intérieur du pays. Jusqu'à présent, le ministère a désigné plus de 20 districts le long de sa frontière avec la RDC comme zone à haut risque pour la transmission de la variole. Kenya Airways fait son grand retour dans le vert après plus d'une décennie de pertes continues. La compagnie aérienne a annoncé lundi une reprise impressionnante pour le premier semestre 2024. Durant ces 6 premiers mois, Kenya Airways a enregistré un bénéfice net de 513 millions de shillings kenyans, soit environ 4 millions de dollars. Ce gain contraste fortement avec la perte de 21,7 milliards de shillings subie au cours de la même période l'année dernière. Cette performance est le résultat d'une hausse significative des revenus qui ont augmenté de 22% pour atteindre 91,5 milliards de shillings. Une croissance attribuée à une augmentation de 10% du nombre de passagers. Kenya Airways a aussi bénéficié de la réduction des coûts et d'une gestion améliorée. Il faut aussi noter la récente vente d'une obligation internationale qui a renforcé le shilling et contribué à réduire les pertes liées aux devises étrangères. Ces résultats marquent une étape décisive vers la stabilité financière pour la compagnie aérienne qui avait souffert d'une expansion coûteuse et de la pandémie de Covid-19, entraînant une forte accumulation de dettes. Lundi, 2 personnes ont été tuées lors d'une frappe israélienne sur leur véhicule à Nakoura, dans le sud du Liban, selon le ministère de la Santé, qui n'a pas précisé si les victimes étaient des civils. L'Agence nationale d'information a rapporté une attaque par drone sur la route de Nakoura, sans fournir de détails supplémentaires. Selon une source sécuritaire anonyme, la voiture visée appartenait à une entreprise de nettoyage sous contrat avec la force de maintien de la paix des Nations Unies au Liban qui est déployée le long de la frontière avec Israël. Depuis le début du conflit entre l'État hébreu et le Hamas en octobre, le Hezbollah a participé à des échanges de tirs transfrontaliers avec Israël pour soutenir son allié palestinien. Selon l'ONU, plus de 110 000 personnes ont été déplacées par les combats dans le sud du Liban qui ont causé la mort de 607 personnes, dont la majorité étaient des combattants du Hezbollah ainsi qu'une centaine de civils. En Tunisie, 2 candidats à l'élection présidentielle du mois prochain ont définitivement été approuvés par l'autorité électorale lundi. Si les 2 prétendants avaient pour ambition de défier le président Kais Saied, l'un d'entre eux a rapidement été arrêté cette même journée après l'annonce de l'autorité électorale. L'homme d'affaires Ayashi Zamel a été placé en garde à vue lundi dans le cadre d'une enquête sur des allégations de falsification de signatures d'électeurs inscrits. Le trésorier de l'ancien parti de Zamel avait lui-même été arrêté par les autorités le mois dernier pour des accusations similaires. Lundi, l'autorité électorale tunisienne a confirmé que seul le président sortant Sayed Zamel, qui dirige un petit parti pro-affaires, et Zouher Magzaoui, un ancien député panarabe de gauche, pouvaient se présenter à l'élection présidentielle du 6 octobre. Au total, 17 candidats avaient initialement cherché à entrer dans la course.
À l'approche du sommet Chine-Afrique prévu pour septembre à Pékin, la Chine exprime son ambition de renforcer sa coopération avec le continent. Lors d'une conférence de presse jeudi, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères a souligné l'importance de ce partenariat. Un changement d'une ampleur exceptionnelle est en cours et le monde traverse une période de turbulence et de transformation profonde. Le Sud global gagne en influence et joue un rôle crucial dans la promotion du progrès humain. La Chine et les pays africains, membres influents de ce Sud global, voient le continent s'éveiller et s'unir. Le moment est idéal pour renforcer la coopération entre la Chine et l'Afrique. Au-delà de ces aspects, la Chine voit en l'Afrique un partenaire stratégique dans la réforme de la gouvernance mondiale. La Chine est prête à saisir ce sommet pour s'associer à l'Afrique dans une nouvelle voie de modernisation, pour élever la construction d'une communauté sino-africaine avec un avenir commun et pour faire entendre notre voix dans la réforme de la gouvernance mondiale, en mobilisant une dynamique puissante pour promouvoir la modernisation. À l'aube de ce 9e sommet prévu du 4 au 6 septembre, la Chine se positionne comme un partenaire déterminé à faire évoluer cette coopération. Une poignée de main pour sceller le début d'une collaboration plus forte. Quelques jours avant l'ouverture du sommet de coopération sino-africain, le président chinois Xi Jinping s'est entretenu avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa dans le cadre d'une visite d'État. L'occasion pour le chef de l'État chinois d'affirmer sa volonté de renforcer la solidarité et la coopération entre les deux pays. Les changements observés sur la scène internationale n'ont eu aucun impact sur la volonté de la Chine et de l'Afrique du Sud de poursuivre leurs efforts de modernisation, leur engagement à promouvoir la coopération sino-africaine et leur aspiration à améliorer la gestion des affaires internationales. En cette nouvelle ère et au cours de ce nouveau voyage, le renforcement de la cohésion et de la coopération entre la Chine et l'Afrique du Sud répond aux attentes de nos deux pays. Your Excellency, President Xi Jinping. Votre Excellence, Monsieur le Président Xi Jinping, je confirme que nos accords politiques et nos échanges constituent la base d'une amitié solide et sincère. Nous demeurons convaincus du bien fondé de la politique d'une seule Chine. Nos deux pays partagent de nombreux objectifs communs. Sur la base d'une solidarité sans faille, nous continuons à nous soutenir et à faire valoir nos intérêts. Le président chinois poursuivra ses échanges avec les dirigeants africains au cours du Forum de coopération sino-africaine. Cette 9e édition se tiendra à Pékin du 4 au 6 septembre.